Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fantasy. Je suis Salomé Martin, comme d'habitude, ça n'a pas changé. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes confortablement assis, que vous avez une boisson chaude ou froide, vu qu'on arrive à la période de l'année où il commence à faire un peu chaud pour profiter d'un thé, quoique... Moi je suis toujours là avec mon thé noir, j'espère que vous êtes correctement installés, que vous avez eu des bonnes lectures. Moi je suis là pour vous parler des miennes. Mais avant de vous parler lecture, je vais vous parler un peu écriture parce que oui, alors j'imagine que si vous avez trouvé ce podcast, c'est que vous devez savoir qui je suis en tant qu'autrice, auteur, franchement j'y apporte aucune importance. Quoi qu'il en soit, dans mon travail d'auteur, je vais vous tenir un peu au courant, bon j'ai pas forcément grand chose à annoncer, si ce n'est que je sais que le manuscrit des Anges de Galéo est toujours à l'étude, je sais que ça fait un petit bout de temps, mais j'ai confirmation qu'il est en train d'être lu par les personnes concernées qui décideront du destin de ce manuscrit. Voilà, donc j'espère que j'aurai une réponse avant l'été. Nous verrons bien, c'est ça pour ce document, pour ce manuscrit-là. Pour ce qui est de la Tour du Magicien, qui est donc mon deuxième projet sur lequel je travaille actuellement, de la Dark Fantasy. Et oui, j'ai dit la Tour du Magicien, je ne sais plus si je l'avais nommé déjà sur ce podcast, mais je vous invite très fortement à aller checker Instagram, parce que sur Instagram, il se trouve que j'ai posté, je sais pas si je l'avais déjà fait au dernier épisode, j'ai posté un moodboard, mais surtout j'ai posté un espèce de petit teaser pour vous donner une ambiance, une idée de l'ambiance du roman, parce que j'ai dépassé les 50 000 mots, qui sont pour moi un cap symbolique, parce que c'est plus ou moins le nombre de mots de la première version de mon premier roman, Les Accords de Galéo. On parle de la version d'il y a bien avant celle qui était publiée chez Myria Éditions. Bref, voilà, c'est juste pour vous faire un petit résumé. Maintenant, installez-vous confortablement, on va parler bouquins, et on va parler de 3 romans. Et oui, cette fois, je n'ai pas compressé 800 000 livres dans un seul épisode, je m'y suis pris en temps et en heure. Et en plus, mais alors là, c'est vraiment ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 2 romans qui se suivent, et oui. Alors... je me dis que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, j'ai l'impression de pas lire autant que j'aimerais, et pourtant je m'approche de plus en plus de mon running goal. J'ai lu techniquement 30 œuvres, un peu plus de 30 œuvres depuis le début de l'année. Mais la raison pour ça, c'est que je lis beaucoup de mangas, notamment les mangas My Hero Academia, en fait, c'est pas notamment, c'est beaucoup les romans My Hero Academia. Je m'approche du tome 30 si je me trompe pas. Et c'est vrai que je parle pas forcément de manga dans ce podcast parce que je me pense être bien moins qualifiée pour parler de manga que de romans. Mais si jamais vous voulez que je vous parle de cette série-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est pour ça que je publie moins d'épisodes, parce que comme, mine de rien, lire un manga, ça demande du temps, surtout un manga qui a 42 tomes. Donc forcément, comme ça prend du temps, j'ai moins de temps pour lire d'autres choses. Mais l'avantage, c'est que comme j'ai un abonnement à la médiathèque, eh bien, je trouve que 2 des romans que j'ai lus ce mois-ci, enfin sur cette période, sont des romans que j'ai empruntés à la médiathèque. Je ne pouvais donc pas juste les garder indéfiniment sur un coin de ma table. Donc c'est des romans que je lis forcément en un mois ou moins. Ça m'oblige un peu à garder une certaine rapidité de lecture. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Oui, je vais commencer par vous parler des romans, pas dans l'ordre chronologique où je l'ai lu, parce qu'il y en a 2, comme je le disais. Non, est-ce que je l'ai dit ? Je sais plus. 2 romans qui sont dans le même... dans la même saga. En fait, comment dire, de toute façon je vais la nommer tout de suite, on va parler de la saga des robots d'Isaac Asimov. Oui, je continue ma lecture de ces romans qui sont classiques. Oui, c'est ça, c'est le cycle des robots. C'est pas la saga des robots, je raconte n'importe quoi. Le cycle des robots, que j'ai beaucoup apprécié jusqu'ici, dont je vais vous parler maintenant, avec les tomes 3 et 4 de ce cycle, du coup. Au départ, j'avais un peu de mal à parler de cycle vraiment pour ces romans, enfin de saga du coup pour ces romans-là, parce que c'était des des nouvelles qui n'avaient pas forcément d'incidence les unes sur les autres. Ça se passait certes dans le même univers, certes on retrouvait certains personnages, mais on n'avait pas forcément, même si comme ça se passe dans un univers, ce qui se passait dans une nouvelle avait une incidence sur l'évolution du monde de façon générale, c'était pas des suites. Un peu en fait comme ce qui se passe pour les premiers romans de la saga du sorceleur, qui sont juste des des chapitres, des grosses nouvelles qui sont compactées dans les intégrales. Honnêtement, c'est juste ça. Quoi qu'il en soit, j'ai assez tergiversé, on va parler des tomes 3 et 4 de la saga
Je vais pas y arriver, hein. Je vais l'appeler saga jusqu'à la fin du cycle des robots. Alors, laissez-moi prendre mes notes. Ah bah oui, alors. Peut-être que si je venais les titres, parce que ouais, c'est dans le cycle des robots, mais pas vous dire ce que c'est pas forcément terrible. On va donc parler des cavernes d'acier et de Face au feu du soleil. Alors quand j'ai vu le titre du premier tome, je m'attendais pas en fait à ce que j'allais lire. Et donc j'étais un peu dubitative parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et Face au feu du soleil, au vu de ce que j'ai lu dans les cavernes d'acier, je me suis dite, mais ça va pas être possible du coup. Alors, laissez-moi vous trouver un résumé. Je pense que je vais d'abord vous lire le résumé des cavernes d'acier, vous parler un peu du roman, puis ensuite de parler de Face au feu du soleil et lire le résumé parce que sinon il risque d'y avoir un peu des spoilers, je pense. Faut savoir que moi, comme j'ai prévu de lire toute la saga, il me semble qu'il y a... Alors, il y a des sites qui disent qu'il y a 6 tomes, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 8. De toute façon, j'essaierai de lire une grande partie de la bibliographie d'Isaac Asimov, donc quoi qu'il en soit, je les lirai et vous entendrez probablement parler. Allez, c'est parti pour le résumé. Les cavernes d'acier sont les villes souterraines du futur. Là, bien que privées d'air et de lumière naturelle, des millions d'hommes vivent à un rythme étourdissant. Malgré une civilisation super scientifique et l'apparition de robots intelligents, les passions humaines n'ont pas cessé pour autant et le meurtre n'a pas disparu. Mais le problème de Lige Bailey n'est pas seulement de retrouver un meurtrier, il est aussi d'y parvenir avant son collègue R. Daniel. R égale robot, car R. Daniel est un androïde au cerveau électronique ultra perfectionné, créé par l'homme, mais qui n'attend peut-être que l'occasion de prendre sa place. Un roman sorti en 1975. Ça date pas d'hier. Alors, je suis vraiment pas fan des romans policiers. Je l'ai dit dans les premiers épisodes de ce podcast. Le policier, le thriller, c'est vraiment deux genres où je sais que j'en lirai pas parce que j'aime pas ça. Le polar aussi, enfin, tout ce qui va dans ces choses-là, ça me convient pas. Donc, c'est vrai que quand ça a commencé, ce roman où on parle justement de, alors Lige ou Elijah, ça dépend de à quelle personne s'adresse à lui, de Mr. Bailey. C'est vrai que quand on voit que c'est un enquêteur de police qui doit enquêter sur un meurtre, j'étais pas ultra hypée, quoi, on va être honnête. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que, en tant qu'artiste, ça va surprendre personne, quoique ça pourrait surprendre quelques-uns, je suis profondément contre l'utilisation de l'IA dans l'art. L'IA peut avoir des applications qui sont très bénéfiques à la société, mais pour tout ce qui est métier artistique, écriture, design, vidéo, photo, génération d'images, je trouve que c'est un poison, tout simplement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Dans l'éducation aussi, je pense que c'est mal géré par les étudiants. Bref. Je suis pas trop là pour avoir un débat philosophique à ce sujet-là, mais le fait que j'ai commencé à m'intéresser autant à la saga des robots et que ce soit corrélé avec l'augmentation de l'utilisation et de la présence de l'IA dans le monde, enfin dans la sphère internet, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est juste un moyen inconscient de plonger là-dedans. Parce que, bien que ce roman soit écrit en 1975 et qu'il ne parle pas tellement de l'IA, en fait si, quoi. Parce que l'inspecteur Bailey, comme le sous-entend le résumé, quand on lui confie qu'il y a eu un meurtre dans une société de ce qu'ils appellent les Spaciens, donc les gens qui vivent normalement sur des planètes et qui ont une ville qui s'appelle Spacetown, parce que lui il habite à New York, qui est frontalier de Spacetown, qui est une ville peuplée par des Spaciens qui sont intéressés à la Terre, bien qu'il y ait très peu de contact entre les deux civilisations. Donc quand déjà il apprend que dans cette civilisation soi-disant utopiste, il y a eu un meurtre et que personne n'arrive à l'expliquer, déjà il est pas folichon de devoir s'en occuper, mais on lui force un peu la main, mais en plus quand on lui dit tu vas devoir le faire avec un robot, il a pas trop envie, mais comme plus ou moins on le menace d'être déclassé, il a pas forcément ultra envie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce roman d'anticipation-là, les gens sont mis dans des classes, qui vont en gros des gens déclassés qui vivent dans des bidonvilles à des gens très haut placés qui ont une vie luxueuse. Et ça c'est en fonction de leur travail, de leur haut fait et au final de leur richesse. Enfin, quoique non, au final, ça parle très peu d'argent dans ces romans-là, donc il n'y a pas tellement une question de richesse, c'est plus une question de privilège, en fonction de la classe sociale à laquelle appartient la personne. Forcément, il a pas très envie, surtout que lui, il est complètement anti-robot. Il a le stagiaire qui servait du café à la centrale de police qui a été remplacé par un robot. Ça l'a
pas du tout enchanté, il maltraite même les robots qui y croisent. Et surtout, il a pas du tout confiance envers les 3 rois de la lobotique, oui bien sûr, la lobotomisation. Les lois de la lobotomisation, il n'a pas confiance. Dans les lois de la robotique, qui font que les robots sont théoriquement pas censés pouvoir attaquer les humains. Et ça, comme j'ai déjà dit dans les avis que j'ai émis sur les autres romans, quasiment tout le jeu d'Asimov, c'est d'avoir écrit 3 règles et de chercher tous les scénarios possibles et imaginables pour les contourner. C'est vraiment, il a posé un concept et il a écrit 6 bouquins dessus. Enfin, théoriquement, quelques bouquins et beaucoup de nouvelles. Donc, ça aurait pu juste être une histoire d'un auteur qui a trouvé un filon et qui va l'épuiser, mais pour l'instant, même arrivé jusqu'au 4e tome, à chaque fois, c'est génial en fait. Alors, peut-être que je suis pas très intelligente. En tout cas, je vois pas les dénouements finir en général. Je suis pas... Si, il y a des moments où je me dis « Ah, je crois que j'ai une idée ». Mais comme je dis, le policier, la déduction, le machin, etc. À chaque fois que Bailey, il se dit « Ah, en fait, en faisant ça, les gens croient que je suis un débile, mais j'ai trouvé ». Et moi, je suis toujours là à me dire « T'as pas l'air débile, t'as l'air un peu taré ». Mais clairement pas d'avoir trouvé la solution. Et à chaque fois qu'il y a ce grand déballage à la fin de « Eh bien en fait, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine », moi je suis en mode « Ah bah oui, ça tombe sous le sens. Bah comment je l'ai pas vu ?» Et la raison de comment je l'ai pas vu, c'est tout simplement parce que comme je lis pas de policier ou de polar ou de tatati tatata, bah mon cerveau est pas entraîné et en même temps je cherche pas non plus, je me retourne pas la tête. Je trouve que Asimov a une très bonne façon de gérer le suspense et donc il y a toute cette question aussi philosophique sur les robots vont remplacer l'humanité. Ils prennent et ils nous volent notre travail. Et Asimov arrive assez bien à démontrer qu'un robot est capable de faire les choses mieux qu'un humain, sans être pour autant capable de le remplacer. Il y a une phrase qui vient pour le coup de Face au feu du soleil que j'ai beaucoup aimée. Alors je vais pas vous la citer mot pour mot, mais c'est quelque chose... Oui voilà, c'est ça, c'est... Les robots sont logiques, ils ne sont pas intelligents. Et là c'est vraiment le moment où tu poses le bouquin et tu fais... Ah. Et c'est exactement le même principe avec une IA en fait. Une IA n'est pas intelligente, elle est logique. C'est un modèle de probabilité en fait. C'est en fonction des informations qu'on m'a données, qu'est-ce qui va être probablement la réponse qu'on attend que je donne, que la personne en face va vouloir. Une IA ne va pas chercher la vérité, une IA va chercher à satisfaire. Et un robot de la même façon, même si les robots ne peuvent pas vraiment mentir, il peut y avoir du mensonge par omission, il peut y avoir un mensonge par faute d'information. Et c'est toutes ces questions-là en fait qui sont tournées, retournées, décortiquées, dépecées dans les romans d'Asimov. Et là, le fait d'avoir un seul roman qui se tient tout d'un bloc, avec 2 protagonistes, parce que mine de rien, Lige et Danil sont 2 protagonistes, même si Danil est un robot. Et le dénouement final, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, la grande question de ce roman-là, c'est... On accuse un mouvement qu'ils appellent les médiévistes, qui s'appelle les médiévistes, il me semble, dans ce roman-là. Alors, une grosse pensée pour mes comparses médiévistes. On vous aime, hein. Promis, c'est pas de vous qu'on parle dans ce roman-là. Mais en gros, ces humains qui voudraient revenir à une vie en pleine nature, loin des robots qui nous volent notre travail. Et ben en fait... Ces gens-là, on soupçonne que c'est eux qui ont voulu assassiner du coup le spécien qui était un docteur en robotique qui a créé Danil, Danil, et qui a créé un robot quasiment similaire à l'humain terrien, non à l'humain spatien. Et ben en fait, ça pose vraiment une question sur est-ce que l'humanité est prête à avancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre est la seule planète où les humains vivent justement dans ces dômes de fer, de métal, d'acier, et refusent catégoriquement de sortir parce que ils pensent que le soleil va les brûler, que l'air extérieur est empoisonné, etc. machin. Alors que les sociétés spatiennes sont ultra aseptisées, très futuristes, très portées sur la robotique, qu'il n'y a pas de guerre là-bas, etc. Quoique il y a l'air d'avoir la guerre nulle part au final dans cet univers-là, mais qui ont éliminé beaucoup de problèmes de violence et d'inégalité entre les habitants, même si c'est pas parfait. Donc voilà, ça demande beaucoup de réflexion philosophique, et même si on est quasiment sûr très vite en fait, au vu de qui a été assassiné et comment il a été assassiné, que c'est un acte des médiévistes. Trouver qui a vraiment agi,
Ça tient en haleine et c'est bien écrit et honnêtement je l'ai pas vu venir. Et franchement, je l'ai déjà dit pour les tomes précédents, mais je recommande à nouveau très chaudement de lire le cycle des robots. Et c'est quelque chose qui se poursuit d'ailleurs dans le tome 4. Oh, wow, la transition. Dans le tome 4, Face au feu du soleil, bah dis donc, la couverture qui est présentée par Babelio, elle est vieille et c'est vraiment pas celle que j'ai eue. Elle est extrêmement chelou. Vraiment, dans les années 60... 2001 ou ça doit être 2001 avec la version de Babelio, parce que moi c'est pas celle que j'ai. Enfin bref, 2001 il me semblait que ça datait d'avant, hein. Ouais, je crois que c'était avant 2001, je sais plus. Je vais aller chercher quand même, ça me rend curieuse. Alors du coup je vais corriger ce que j'ai dit pour le tome 3, parce que si le tome 4 est sorti en 1956... ah oui, les cavernes d'acier, octobre 1953. Oui, donc c'est vieux, quoi, le truc a presque un siècle. Quand même. Waouh. Waouh. Donc, Face au feu du soleil, un roman du coup de 1956. Et pourquoi j'insiste tant sur le fait que ça date de 1956, vous allez très vite le comprendre. Déjà, je vais vous lire le résumé. C'est désormais sur la lointaine planète Solaria qu'Elijah Bailey et R. Daniel Oliwav vont exercer leur talent d'enquêteurs. Sur ce monde, les hommes n'acceptent plus de se rencontrer physiquement, mais se visionnent par le truchement de projections télévisées. Or, un meurtre a été commis. Un meurtre apparemment impossible, puisque aucun Solarien n'aurait assez de courage pour s'approcher d'un de ses compatriotes. Qui plus est, tout semble indiquer qu'un robot est impliqué. Absurde! Les lois de la robotique interdisent à ces êtres artificiels de causer le moindre tort aux humains. Face au feu du soleil, c'était une super lecture. J'ai beaucoup aimé. C'est cool de retrouver les mêmes personnages, auxquels on finit en fait par être un peu attaché, et c'est ça qui manquait un peu sur les nouvelles. C'est que là, Elijah, on le connaît, et même si au final c'est un terrien assez progressiste, il en reste... C'est un terrien, quoi. Comparé aux gens de l'espace, il est pas très très avancé. Et il est confronté à des mœurs qui, même si sur la Terre, les gens qui sont constamment entassés, etc., moi je pourrais pas, ma claustrophobie finirait par être trigger. Mais c'est vrai que quand on compare les spéciens qui vivent chacun sur leur domaine de plusieurs milliers d'hectares, ils sont 20 000 sur la planète, qui contrôlent les naissances, ils se voient jamais en physique, ils ne se touchent pas, enfin pour eux c'est insupportable d'être dans la même pièce que quelqu'un d'autre. Là on se dit, ah oui, quand même, on est content d'avoir un personnage qui, comme nous, soit un peu effaré par tout ça. Et franchement, à nouveau, l'enquête pour un meurtre, on pourrait croire que c'est répétitif, d'autant plus que là, à un moment, on pense même que c'est un courant de Solariens qui sont un peu... Il faut qu'on revienne à nos anciennes mœurs. On pourrait croire que c'est en fait un bis repetitas, juste on a changé le décor. C'est vraiment pas le cas, le dénouement final est très cool à nouveau. Franchement, j'ai aimé ma lecture, mais, il y a un mais. Waouh, 1956, le sexisme. Ça sentait un peu par le passé dans les autres œuvres que j'ai pu lire d'Isaac Asimov. Parce que, au tout début, j'ai oublié son nom, mais dans les premiers tomes, il y a une robot psychologue, la seule qui soit d'ailleurs jamais mentionnée, qui est une femme. Dans le tome 3, il y a la femme de Bailey, qui est vraiment ce côté de la femme éplorée, en mode « Oh, je souffre, mon mari, j'ai tellement fait de bêtises, il faut que tu répares mes erreurs, je suis une femme en détresse, je tombe dans les pommes quand je suis trop triste. » Et c'est littéralement un des seuls persos, je me demande même si c'est pas le seul personnage féminin qui soit nommé. Donc bon, là on se dit ok, mais alors dans Face au feu du soleil, mais ça crèverait les yeux à un aveugle. C'est horrible. Et je comprends pas le besoin de faire comme ça, parce que il y a un personnage féminin qui est l'assistante. C'est du... Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle ? Le fétologue, oui, c'est ça. Dans ce monde-là, sur Solaria, les fœtus sont retirés au bout d'un mois de leur mère et sont élevés dans des cuves. Et donc, c'est le fétologue, donc le docteur en charge de faire pousser les fœtus et ensuite d'élever les enfants jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. C'est lui qui s'est fait assassiner, et on croit son assistante, qui au final est une femme tout à fait respectable et est traitée à égalité avec les autres hommes. Mais la femme du fétologue, qui est considérée comme étant la seule à avoir pu le tuer parce que à ce moment-là elle était présente physiquement, oh,
quelle horreur. Mais elle a vraiment le cliché de la sainte Nitouche qui est une séductrice. Enfin, c'est à vomir, quoi. Et tous les autres personnages masculins, ils sont intéressants, ils sont bien traités, mais elle... Mais c'est insupportable, quoi. Elijah, quand il la voit, il pense qu'à une chose très rapidement, puis il dit « Oh là là, j'ai une femme, quand même, il faut que j'arrête. » Et elle, qui se présente toute nue devant lui, c'est le seul personnage féminin qui fait ça. Bon, maintenant, il n'y a que 2 personnages féminins. Mais elle, ça la gêne pas en mode « Oh, bah c'est pas grave, c'est que de la visio, vous me voyez pas en vrai. » Oh, mais pitié, quoi. L'allumeuse Sainte Nitouche. Non, mais franchement, ça suffit. Bon, il est mort, Asimov, donc on va plutôt le rattraper là-dessus, mais quand même, c'est lourd. Ça m'a abîmé ma lecture, honnêtement. Ça m'a abîmé la lecture. J'aurais aimé que... même si elle ajoute beaucoup au dénouement final... Mais voilà, c'est ça, quoi. Attention, gros spoil sur la fin, mais... en gros, elle a fait une crise d'hystérie. Oh là là. Pitié, quoi. Une crise d'hystérie. Alors, je sais que le roman a été écrit il y a 70 ans, mais franchement, on part de loin. Sur le féminisme, on part de loin. Mais quand on voit le chemin qui reste à parcourir, bah purée... Aïe aïe aïe... Donc franchement, je continue de recommander la lecture du cycle des robots, mais ayez conscience que dans Face au feu du soleil, faut pas être féministe, sinon il y a des moments qui sont difficiles à avaler, quoi. Il y a des moments où j'ai dû poser mon bouquin et me dire je vais penser à autre chose là, sinon je vais m'énerver tout rouge. Enfin voilà. Donc je vais continuer à lire tout ça, j'ai déjà réservé le prochain roman, je sais plus. En tout cas, je lirai bientôt le tome 5 et on verra bien comment ça évolue, hein, parce que là j'ai regardé du coup sur... Ils ont l'air de dire que les tomes suivants ont été écrits bien plus tard. Je sais pas, on verra bien, j'ai hâte de lire ça. On va maintenant passer au dernier roman que j'ai lu. Je l'avais lu avant, du coup, Face au feu du soleil. Et c'est un roman qui m'a été offert dans la box fantasy de la Cube. Alors, l'ancienne version, parce que je crois qu'ils en ont sorti une nouvelle version. Et j'ai jamais osé me commander prendre régulièrement une box Cube. Parce que j'ai peur que ça me déplaise. Honnêtement, ça me fait hésiter. Et puis, c'est quand même un sacré investissement, ça coûte cher une box, hein. Donc, je me suis dit, je vais pas... J'ai jamais osé, mais comment en faire une je me suis dit, c'est le moment d'essayer. Et ça parlait vraiment de... Enfin, les romans que j'ai pu en sortir, j'en avais jamais entendu parler, alors que visiblement, ça avait l'air d'être des romans assez connus. Et le premier roman que j'avais lu, c'était La Cité diaphane, qui est un de mes romans préférés ever. Donc clairement, Quand vient la Horde avait de grandes chances de me décevoir parce que j'avais tellement d'attentes en fait. Et donc Aurélie Luong, avec son premier roman, contrairement à Anouk Faure qui en avait publié d'autres, qui avait déjà travaillé avec des autrices, je me suis quand même dit avant de lire, te hype pas trop, même si la couverture est classe, même si le titre Quand vient la Horde, ça fait super classe, je savais pas trop. Je vais vous lire le résumé. Alors moi j'ai lu la version de Folio Fantasy. Alors ça commence par une citation. On murmurait les terres saccagées, les vivres extorqués à vil prix, des rangées de têtes tranchées, les champs de cadavres mutilés, les femmes disparues, les orgies. Car à la tête de tous ces hommes, il y avait celle qui se faisait appeler la putain blanche. Ses cheveux blancs lâchés comme ceux des prostituées, ses vêtements indécents, ses yeux rouges, attributs d'une créature de l'abysse, étaient de toutes les rumeurs. Dans la Corée médiévale devenue colonie russe, Ivan, un paysan droit et idéaliste, vit un quotidien morne où son seul but est de survivre un jour de plus. Il rêve pourtant de passer le concours pour devenir magistrat. Mais tout bascule lorsqu'il est enlevé par la Horde Blanche. Une troupe de mercenaires dirigée par la putain blanche est connue pour faire couler le sang partout où elle passe. Utilisée comme appât pour assouvir une vengeance, Ivan décide d'entrer dans leur jeu à ses risques et périls, mais quand vient la Horde, la mort n'est pas loin. Il y a un truc que j'ai pas compris. Le résumé résume très bien le roman. Mais j'ai pas compris pourquoi c'est de la fantasy. Alors, je n'ai pas fait d'études de littérature. Donc, la classification des genres littéraires qui est un sujet des fois un peu tatillon, n'est pas mon domaine. Cependant, j'ai lu de la fantasy, il y a beaucoup de sous-catégories de la fantasy, je ne vois pas dans laquelle se cale ce roman. Alors, est-ce que ça pourrait être une uchronie ? Oui, parce que au début du roman, ou dans la biographie de l'auteur, on explique que Aurélie Luong a vraiment fait un voyage, c'est pas en Corée qu'elle est allée, c'est en Mongolie, je crois, quelque chose comme ça, dans un des pays asiatiques. D'ailleurs, ça m'a fait me remarquer en lisant ce résumé qu'on oublie des fois que la Russie est un pays asiatique.
Et oui, ce n'est pas que le Japon et la Chine, l'Asie, il y a aussi... et l'Inde, qu'on oublie déjà assez souvent, il y a aussi la Russie, accessoirement. Donc c'est une auteure qui a vraiment fait ses recherches avant de se lancer là-dedans. Et ça se sent dans l'écriture du roman, mais ce n'est pas de la fantasy. Il n'y a aucun élément magique, il n'y a pas de paranormal, il y a rien, quoi. Enfin, moi, c'est de l'imaginaire, très clairement, mais de la fantasy, ça me semble pas être une bonne classification. Donc c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, en lisant le roman, j'étais en attente de ce qui va se passer, un truc magique. Alors, je dis magique, il n'y a pas que de la magie dans la fantasy, hein, bien évidemment. Par exemple, j'ai écrit un roman qui est de la fantasy, mais c'est de la fantasy parce que, genre, par exemple, il y a des anges. C'est pas commun. Alors peut-être que Aurélie Luong, peut-être qu'elle a créé toute la mythologie de ce roman. Et dans ce cas-là, je veux bien croire que c'est de la fantasy. J'admets très volontiers mon manque de culture là-dessus. Mais même ça, c'est un peu léger, quoi. Enfin bon, passons. C'est un chef-d'œuvre. J'ai eu du mal un peu à rentrer dans le bouquin au début, parce que déjà je comprenais pas ce qui se passait. Et quand un roman commence sans trop qu'on comprenne ce qui se passe, soit ça veut dire que ça va être un roman terrible, soit ça va être un banger. Et ça m'a fait le même coup pour la Cité Diaphane, c'est qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, c'est flou. Et à un moment je me suis pris une claque dans la tronche et j'ai fait oh, c'est génial. Bah, quand vient la Horde, ça m'a fait exactement la même chose. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Ce titre pue la classe, quoi. C'est impressionnant. En fait, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre avec le roman, c'est que au tout début, on a le point de vue de deux personnages. Le point de vue d'Ivan et le point de vue d'un personnage qui se fait appeler le chien. Et pendant longtemps, je savais pas si le chien existait avant Ivan. Est-ce que les deux timelines se suivent? Ou est-ce qu'on est sur il se passe un peu de temps de différence, l'un vient après l'autre, ou machin, etc. Et on comprend pas trop ce qui arrive à Ivan, pourquoi lui qui a tout, alors oui, c'est vrai que c'est un bâtard, et qu'on peut se dire peut-être que son père est très riche, etc. Donc quand il se fait enlever, son premier réflexe c'est de dire je ne sais pas qui est mon père, ça ne sert à rien de m'enlever. On a un peu de mal à comprendre ce qui lui arrive, et on est complètement du point de vue du personnage, donc on n'en sait pas plus que lui, et c'est extrêmement bien raconté parce que on se fait au début avoir par les mêmes façons, mais au fur et à mesure, on arrive à deviner ce qui va lui arriver avant que ça lui arrive. Et le roman est brutal, gore. Là, je vois à partir de 16 ans, ouais, vraiment pas avant 16 ans. Hein. Babelio a raison là-dessus, voire même plus tard. Mais ce roman est une claque et ce roman est génial, quoi. Vraiment, ça a été un gros kiff pour moi. Mais en fait, ce qui m'a fait passer du ok, le roman a l'air cool à peu importe la façon dont ça se finit, déjà ça va pas bien se finir. Et ça va être génial que ça se finisse pas bien. C'est le moment où tu comprends qui est le chien. Parce qu'on te caractérise de très nombreux personnages, on te les décrit, leurs habitudes, leur façon de parler. Ça, la caractérisation de personnages est super bien faite. L'auteur a vraiment géré ce point-là. Mais quand tu commences à faire le lien entre le chien et un autre personnage, tu te dis oh pétard. Il y a un moment, je sais pas encore comment parce que moi je m'en suis rendu compte à peu près au tiers du roman, il y a un moment où ça va péter à la gueule de tout le monde et tout ce que je pourrais faire en tant que lectrice, c'est ramasser ma mâchoire et continuer de lire. Et ça n'a pas manqué. Ce roman est génial. Il est super bien écrit, les personnages sont bien écrits. Ils sont à la fois très humains et inatteignables. Et enfin, c'est clairement une lecture que je recommande très 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 chaudement. Du coup, ça fout encore plus la pression pour les deux autres romans que j'ai de cette box, parce que là, ça fait 2 bangers d'affilée. Je préfère la Cité Diaphane à Quand vient la Horde, mais parce que je préfère la fantasy vraiment épique ou très dark. J'aime bien quand il y a de la magie, même s'il n'y a pas techniquement pas de magie dans la Cité Diaphane. Mais ouah, les prochains romans, ça va être un petit challenge, quoi, pour eux, de se montrer à la hauteur. Franchement, lisez ce roman. C'est voilà, là, on arrive vers la fin de l'épisode. Lisez Asimov, petite étoile, attention, c'est sexiste. Lisez Quand vient la Horde, ça c'est un banger, vraiment. Attention, il y a des thèmes très matures, notamment sur les violences sexuelles. Soyez au courant de cela. Et il y a beaucoup de scènes où on décrit des combats et même des cadavres. Et comment ça, il a que 3,84 sur Babelio? J'ai la page ouverte sous les yeux depuis 10 minutes, mais je me rends compte que maintenant. Sur 180 de notes,
N'écoutez pas ses avis. Moi, je vous le dis, c'est génial. Et puis, c'est un premier roman, quoi. C'est un premier roman. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Combien de temps j'ai parlé? J'ai pas... Ça va. Je suis dans des bons temps. Pour finir cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, mon thé est fini, la tasse est froide. C'était fort bon. Je commence vraiment à avoir... Enfin, après 2 ans, 3 ans que je bois du thé maintenant, à comprendre mes goûts. Incroyable. Ma prochaine lecture, que je vous en parle un peu parce que je l'ai déjà commencé, c'est un roman de la saga Esther Parmentier de Maëlle de Sart, donc un roman français à nouveau. Tout comme, parce que je l'ai peut-être pas précisé, mais Quand vient la Horde, c'est un roman d'une autrice française. Donc voilà, Esther Parmentier, c'est une saga dont je lis le 3e tome, j'avais déjà lu les 2 premiers il y a longtemps, de Maëlle de Sart, qui est vraiment... Bah pour le coup, en plus, c'est moi qui dis que j'aime pas le policier, c'est techniquement des romans un peu policiers, mais c'est un peu... Alors c'est pas de la cozy fantasy parce qu'il y a quand même des gens qui meurent, mais c'est de la feel good fantasy. Moi je trouve que c'est souvent très drôle, l'autrice a un style d'écriture qui est vraiment bien à elle et je trouve ça très drôle. Donc c'est ma prochaine lecture, c'est le 3e tome de cette série-là. J'ai très hâte de lire parce que j'aime beaucoup le style de Maëlle de Sart et ça me donne déjà envie, même si j'ai lu qu'un seul chapitre, ça me donne envie de lire d'autres de ses romans, mais il n'y en a pas encore. Moi je continuerai d'écrire, si vous voulez savoir comment ça se passe, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'en parlerai peut-être un peu plus tard sur Instagram, mais j'ai arrêté TikTok pour des raisons dont je parlerai sur Instagram. Donc trouvez-moi sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Après, de toute façon... Vous me suivez bien là où ça vous convient. Et on se dit dans quelques temps, d'ici que j'ai lu 3 nouveaux romans. Je pense qu'il y aura Esther Parmentier, peut-être, à mon avis, un autre tome de la saga des robots. Et je vais peut-être essayer d'avoir lu QQ d'ici là. Oui, je sais que le titre est un peu surprenant, mais c'est ça qui m'a attirée. Donc on verra bien. Bon, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Salomé Martin au micro de Fantasy. Prenez soin de vous, lisez beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions de lecture, si vous avez déjà lu les romans dont j'ai parlé et que vous avez des avis pareils ou différents du mien. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bye bye!